Pierre Poulain, du Club des ornithologues de la Gaspésie. Je m'intéresse aux oiseaux à titre d'amateur depuis plus de 50 ans. J'ai aussi été l'un des fondateurs du Club de la Gaspésie qui a maintenant 43 ans. Alors, voilà, ça fait beaucoup d'expérience. Comment ça a commencé? Je pense qu'au début, c'était de la curiosité. Alors, je me souviens, quand j'étais pas mal jeune, les voisins avaient frappé un petit rapace avec leur camion. Et puis, ils l'avaient gardé dans le garage, attaché par une patte et tentaient de lui faire manger de la saucisse. La saucisse à hot dog. Bon, là, ça m'intriguait. Alors, pas trop équipé, là. Je suis allé fouiller dans le dictionnaire Larousse avec des illustrations en noir et blanc pour savoir ce que c'était, imaginer le résultat. Et puis, beaucoup plus tard, dans la vingtaine, une journée... J'étais dans un rang de Saint-Léandre, chez les beaux-parents, et puis encore une fois, c'est les rapaces qui ont attiré ma curiosité. Il y avait 2-3 gros rapaces perchés sur les piquets de clôture. Et là, cette fois-là, je me suis dit, oups, ça restera pas comme ça, on va en savoir plus. Alors, aussitôt que j'ai eu quelques minutes, je suis rendu dans une librairie et j'ai acheté mon premier guide d'identification des oiseaux de l'Amérique du Nord, en anglais seulement. Mais le libraire connaissait un petit peu son affaire, alors il m'a dit « Regarde, achète aussi l'Encyclopédie des oiseaux du Québec. Avec ça, tu vas pouvoir avoir les noms français. » Ah oui, en passant, il m'a dit sur la rue de la Cathédrale, il y a un monsieur Pelletier là, qui vend de la peinture. Lui, il est très intéressé par les oiseaux. Tu pourrais aller le voir. » C'est ce que j'ai fait. Et puis, monsieur Rosaire Pelletier, qui était déjà un observateur chevronné, elle m'a dit « Ah, il était tout excité. » Il dit « Ah oui, là, il y a un oiseau rare à Sacré-Cœur. Si tu veux, je vais demander à un ami qui vienne qui aille te le montrer. » Alors, je me suis retrouvé à Sacré-Cœur, couché dans l'herbe avec un monsieur Jean-Pierre Lebel et avec un petit télescope style pirate, on a pu observer une avocette d'Amérique. Alors, là, vraiment, là, c'était la piqûre. Et ça n'a jamais arrêté depuis. Alors aujourd'hui, c'est une belle journée d'hiver, un peu fraîche, mais on tente de trouver de nouvelles espèces pour la vie course gaspésienne. Alors ça, c'est une espèce de compétition amicale là, qui consiste à observer le plus d'oiseaux possible du 1er décembre jusqu'à la fin de février. Alors on va essayer d'appeler un grand pic. Là. Je ne l'ai pas dans ma liste là, cette année. Les choses ont changé. Là. À l'origine, on faisait piche-piche-piche ou encore on utilisait un petit cuicui en bouleau avec une petite pièce de métal. Par la suite, ça a été le magnétophone. Ensuite, ça a été les DVD, les CD. Puis finalement, ben là, c'est les téléphones qu'on utilise aujourd'hui. On essaye de ne pas le faire en période de nidification. Il faut y aller avec modération quand même. Pas trop déranger les oiseaux quand ils ont besoin de leur énergie. Puis avec un petit haut-parleur, ben là, ça porte davantage, là. Je sais pas si ça va fonctionner, mais il y en a un dans le secteur habituellement. Alors, il y a déjà niché pas très loin d'ici. Ouais, le voilà! Oh là là! Ah ben, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne ce matin. Le Grand Pic est quand même venu faire une petite tournée rapide. Là. On l'a vu d'assez loin, mais on l'a même entendu crier. Il a répondu à l'appel. Alors on va le laisser tranquille maintenant. On a quitté la forêt, on est maintenant au barachois du Grand Pabot. Alors, c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup d'oiseaux qui se rassemblent ici. Évidemment, là, on est en hiver, le nombre a fortement diminué, mais quand même. Les observateurs d'oiseaux en Gaspésie sont vraiment choyés. Alors, on a vu un petit peu la forêt qui est à proximité. C'est pas compliqué, on sort de la maison, puis 5 minutes plus tard, on est déjà en forêt. C'est la même chose avec la mer.
En plus, on a des barachois, particulièrement du côté sud de la péninsule, de nombreux barachois comme celui du Grand Pabot où on est présentement. Alors, c'est des endroits très riches. Alors, on a des milieux forestiers, des milieux humides, le milieu marin. Alors, on est vraiment, vraiment gâtés. On a aussi 3 parcs qui sont vraiment, qui méritent absolument l'attention des observateurs d'oiseaux. Naturellement, le parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé. Le parc de la Gaspésie avec ses montagnes où on trouve des oiseaux qui nichent seulement là dans toute la région. Et puis Forillon, le parc national de Forillon, qui était loin d'être négligé. On est vraiment gâtés. D'ailleurs, les observateurs d'oiseaux de d'autres régions et même du monde entier viennent nous voir. Alors, ça arrive très, très souvent qu'on a des Européens, des Américains, des gens qui viennent de partout pour la Gaspésie. L'équipement de base, il faut commencer à observer les oiseaux maintenant. Là, la première chose, la plus importante, c'est une bonne paire de jumelles. Alors, de grossissement 7, maximum 10. Et il y a moyen d'avoir des jumelles là, pour quelqu'un qui débute à prix quand même raisonnable, là, en s'informant aux bons endroits. Plus tard, si vous voulez investir un petit peu davantage, il y a toujours les lunettes d'approche. Des grosses lunettes qu'on appelait des télescopes, mais c'est pas vraiment un télescope, c'est des lunettes d'observation. Alors ça permet quand même, c'est extrêmement utile parce que pour les oiseaux de rivage, les canards à une certaine distance, les jumelles ne suffisent pas. Ça fait que c'est ce qui est devenu bien important. Alors jadis, on disait, c'est encore vrai aussi, un guide d'identification. Vous pouvez avoir les guides d'identification, on peut les avoir maintenant dans nos téléphones. S'équiper de l'application Merlin qui est gratuite. Et puis, voilà, avec ça, on est prêt. On est prêt à faire de très, très belles découvertes, là. Ça ne prend pas plus que ça. Naturellement, la première chose, c'est d'avoir un petit peu la passion et aussi la patience. Il y a des fois où on a à attendre un bon petit moment. On peut aussi observer seul, mais parfois, lorsqu'on a l'occasion de sortir lors d'excursions du club, par exemple, ça permet d'échanger avec des gens qui ont de l'expérience, puis ça permet d'apprendre un petit peu plus vite. Mais les découvrir par soi-même, c'est encore ce qui est le plus le fun. Ah, les voyages. C'est des mauvais amis, des mauvais compagnons qui m'ont entraîné vers des voyages. J'avais déjà des amis qui étaient allés au Costa Rica une fois, au moins une fois, sinon 2. Et puis en 98, là, j'ai fait mon premier voyage au Costa Rica. C'est toute une découverte. Par la suite, ça n'a comme pas arrêté vraiment. Depuis ce temps-là, j'ai touché à tous les continents, incluant la péninsule antarctique. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, plusieurs pays d'Asie, d'Afrique. L'Europe était un petit peu moins visitée, mais un peu. Puis, c'est ça, en bout de course, sur plus de 10 000 espèces qu'il y a dans le monde, j'en ai un petit peu plus que 6 000, 6 200, quelque chose. Peut-être 223, je dis un peu au hasard, environ. En plus des oiseaux, c'est les gens, c'est les mammifères en Afrique. Quand tu vas en Afrique, là, tu peux pas ne pas regarder tous ces mammifères-là. C'est incroyable. Puis en Asie, lorsque tu as la chance de voir un tigre puis d'autres mammifères, c'est aussi très, très intéressant. Mais ça a permis de voir qu'il y avait des pays qui sont beaucoup plus riches au point de vue observateurs d'oiseaux, amateurs d'oiseaux. D'autres où c'est comme un petit peu... ça débute à peine. Puis ça permet de voir que la nature, malheureusement, est très, très abîmée à plusieurs endroits. Il y a des endroits où la déforestation, c'est une horreur. D'une année à l'autre, lorsque les compagnies retournent à peu près aux mêmes endroits, puis disent « Ah, l'année passée, il y avait une forêt à cet endroit-ci, là, il n'y en a plus. » Je traverse l'île de Bornéo en avion, puis tout ce que tu vois, c'est des plantations de palmiers pour l'huile de palme à l'infini, à perte de vue. Le petit peu de forêt qu'il y a
est en bordure de ces plantations-là, puis les oiseaux, les animaux qui sont dedans, oiseaux, orang-outans, etc., ben, sont un peu coincés, mettons. Effectivement, il y a plusieurs espèces qui sont en diminution, des groupes d'espèces pratiquement. Par exemple, les oiseaux de rivage, comparé à ce qu'il y avait il y a 25-30 ans, c'est vraiment en diminution très, 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 très marquée. Il y a certaines espèces qui sont devenues, ou sous-espèces, des fois, qui sont pratiquement menacées. C'est le même phénomène un peu pour les gens nous le disent. Ils disent « Ah, on n'a plus d'hirondelles chez nous, il n'y en a presque plus. » Les oiseaux qui se nourrissent d'insectes en vol ont de la difficulté parce qu'à cause de la pollution et tout, il y a moins d'insectes. On a simplement qu'à traverser le parc de la Gaspésie, puis c'est rare que notre pare-brise va être très sale. C'était pas le cas à une certaine époque, avec toute la pollution, puis surtout les pertes d'habitat. Alors, les habitats disparaissent, alors les oiseaux qui étaient là, et puis des autres êtres vivants. Mettons un milieu humide où il y avait des oiseaux spéciaux, ben il y avait des grenouilles aussi. Si le milieu humide disparaît, tout ça, ça disparaît. Puis, en tout cas, il y a des places où il y a des efforts de fait. Des fois, on dirait « Ah, tiens, c'est le fun, telle espèce qui croyait disparue viendrait apparaître, ou telle espèce est à nouveau, semble sauvée. » Mais globalement, il y a des disparitions d'espèces quotidiennes. Alors, c'est pas trop encourageant. Puis, de la façon dont ça se passe présentement sur la planète, le besoin d'argent domine, là. Alors, c'est ça. En Asie, ben, en Indonésie, partout, c'est des plantations d'huile de palme. Ailleurs, c'est une exploitation sauvage. On coupe la forêt amazonienne pour planter des céréales pour nourrir le bétail. Et puis après, ben, on vend le bétail. Fait que c'est un cercle qui est devenu pas mal vicieux, là. C'est pas encourageant de ce côté-là, du tout, du tout. Moi, je pourrais inciter les gens à faire de l'observation. Puis il y a plusieurs façons de faire de l'observation. Vous parlez de voyage puis d'observer 6000 espèces dans le monde. C'est vraiment pas obligatoire. Il y a plein de gens qui observent dans leur cours et puis ça leur donne des moments de détente, des moments de satisfaction. C'est un loisir qui est pour la vie d'abord. Un loisir qui est pour la vie. Ça permet de se détendre. Ça permet, lorsque tu te balades en forêt, tu es sur le bord de la mer, que tu t'observes des oiseaux, tu cherches un oiseau rare ou n'importe quoi. Alors, tout le reste, là, tu l'évades. Alors, c'est vraiment de la relaxation. Ça permet aussi de rencontrer des gens extraordinaires, des amis qui font de l'ornithologie aussi depuis plusieurs années. C'est un peu ça, l'observation des oiseaux. Il y a des amis, c'est des bons moments, des moments extraordinaires dont on se rappellera toujours. Lorsqu'on attend une espèce pendant 2-3 heures puis qu'on finit par la voir, on n'oublie plus après. On est très, très content d'avoir réussi à la voir. Puis, ben, c'est ça. C'est vraiment de la détente, du plaisir, des découvertes, puis aussi, ça aide la science. C'est ça, il ne faut pas l'oublier non plus. La partie scientifique est là. Alors, pendant toute une carrière, si tu as rempli des centaines, voire des milliers de feuillets d'observation, que ce soit sur papier qui sont maintenant dans eBird ou directement dans eBird, ben, ça va grossir la base de données des oiseaux de la Gaspésie ou de n'importe quel endroit où tu te trouves. Ça permet aux scientifiques d'en savoir davantage. Alors, c'est une satisfaction aussi de ce côté-là. On n'y pense pas souvent parce que c'est pas nous qui faisons toujours les recherches, mais c'est un aspect important.